On commence? Je commence? Oui. Oui. Bonsoir à tous. Je suis ravi de vous accueillir ce soir pour cette rencontre avec Georges Niva, qui vient présenter aujourd'hui le tome 2 des sites de la mémoire russe. Donc un énorme travail, sans doute une des tâches les plus importantes que Georges Niva aura eu à accomplir pour nous aider à comprendre la Russie, sa culture et son histoire. Le tome 1 était paru en 2008, donc en tout cas il y a plus de 10 ans. Et aujourd'hui, enfin, paraît le tome 2 de ce monumental travail qui regroupe des articles d'historiens et de spécialistes de l'histoire et de la littérature sur russe et français, sous la direction donc, de Georges Niva. Alors, peut-être pour commencer, j'aurais voulu, Georges, que vous précisiez quelle était la démarche qui avait présidé à l'écriture, enfin, au lancement de ce chantier, qui aboutit aujourd'hui avec ce tome 2, et peut-être ensuite, plus précisément, nous donner à voir quels sont les thèmes que vous avez souhaité aborder dans ce volume, et ce qui vous semble peut-être, on ne peut pas parler de tout parce que c'est un ouvrage extrêmement riche, mais ce qui vous semble le plus important à signaler pour donner envie de découvrir ce travail. Merci beaucoup. Je dois vous dire, c'est bon, on m'entend bien, que pendant quelques années, j'ai cru que le tome 2 ne paraîtrait pas. Le tome 1 m'avait coûté pas mal d'efforts. L'éditeur merveilleux qui était Claude Durand à la tête des éditions Fayard s'est retiré et puis il est mort. Avec lui, tout allait bien, sauf que, comme j'ai appris après, Hachette n'était pas content parce qu'on était dans les chiffres rouges du point de vue financier. Ensuite, il y a eu d'autres directeurs, et puis maintenant Sophie de Closet. Et, au miracle, ça a pu paraître. Le titre, d'abord. Évidemment, j'ai été inspiré par la lecture des magnifiques 7 tomes de Pierre Nora, qui sont les lieux de mémoire. Pierre Nora m'a expliqué, il n'a pas d'emblée conçu 7 tomes, il en a conçu 3, et puis ça s'ajoutait. Je ne sais pas si vous avez regardé un ou les 7 tomes des lieux de mémoire, mais par exemple, j'étais très frappé que les monuments aux morts en France, que vous avez dans chaque village, avec des listes de défunts qui sont plus ou moins longues. Dans le village au Savoyard où j'habite, qui est un petit village, la liste est immense, vraiment immense. Eh bien, dans les lieux de mémoire, en somme, Pierre Nora, architecte, nous donne un bel article sur les monuments aux morts, ou encore les mairies. Toutes les mairies ont été faites à un certain moment selon des plans qui étaient envoyés par le ministère. Alors vous voyez, au lieu d'avoir une histoire des gouvernements, des tsars, des rois de France ou des présidents, c'est une histoire des points d'attache de comment on construit une mémoire dans un pays. À ce sujet, donc j'ai repris cette idée, simplement je lui ai donné un autre nom. Ça, je peux vous le dire, ça m'est arrivé quand j'étais à Krasnoïarsk. Parce qu'à Krasnoïarsk, vous allez dans la forêt et puis il y a des espèces de grands pains de sucre en granit et ça s'appelle Urochisha. Et ce mot de Urochisha
qui a été utilisé par un géographe de Krasnoïarsk au début du 19e siècle, m'a beaucoup plu. Je me suis dit, je vais faire des urochisha pour la France, et ça a été le terme de site pittoresque, ou bien les sites que nous visitons tous sur Internet. Vous voyez, les endroits où s'accroche notre mémoire. Maintenant, histoire et mémoire ne sont pas la même chose, évidemment. Je voudrais vous faire une citation de Hannah Arendt. Les chances d'une vérité factuelle de survivre à l'attaque du pouvoir sont extrêmement minces. Elle court toujours le risque d'être éliminée du monde, pas pour un certain temps, mais à jamais. Faits et événements sont infiniment fragiles, beaucoup plus que les axiomes, les découvertes, les théories, même les plus extravagantes, produits par l'esprit humain. Ils surviennent dans le champ toujours changeant des affaires humaines. Le cours changeant des affaires humaines, c'est la mémoire. C'est la mémoire pour nous. Qui sommes-nous? Nous sommes un certain stock de souvenirs, un certain nombre de tiroirs de souvenirs. Si nous disons d'où venez-vous à l'étranger? Ah, je viens de France. Bon, alors les questions, ça veut dire quoi? Vous êtes français de souche, vous êtes citoyen français, quelle est votre mémoire? Parlez-moi de la Tour Eiffel. Bon, parce que la Tour Eiffel, c'est un lieu de mémoire extraordinaire. Le Kremlin est un lieu de mémoire extraordinaire. Mais en réfléchissant pour le tome 1, au tout premier lieu où s'accroche la mémoire de la Russie, c'est-à-dire être russe, c'est quoi? Vous savez que sous Pierre le Grand, on a inventé deux mots. Le mot « ruski » a été doublé par le mot « rossiyski ». Rossiyski, la différence, c'est qu'on n'est pas forcément russe de souche, mais on appartient à la culture russe, à l'histoire russe. On est sujet de l'empereur ou on est citoyen de la fédération. Et dans la mémoire russe, je pense que la langue russe est le lieu de mémoire numéro 1. Je n'en ai pas fait un chapitre, mais il suffit de lire un des chapitres de Mandelstam et vous avez la belle description de ce lieu de mémoire. Il est plus valable que le paysage russe. J'avais demandé à cher ami défunt Michel Aucouturier d'écrire un texte pour un tome que je ne ferai pas paraître de l'histoire de la littérature russe en 6 tomes pour un 7e tome. Bon. La géographie de la littérature russe. La littérature russe, elle est très russo-centrée, c'est-à-dire qu'elle parle peu de ce qui n'est pas russe. Là, vous avez évidemment le Monsieur de San Francisco, de Bounine et d'autres textes. Mais dans l'ensemble, elle parle peu de ce qui n'est pas russe. En revanche, elle parle beaucoup de ce qui est russe. Et vous savez que l'hymne à la langue russe fait partie de la littérature russe. De Tourgueniev à Mandelstam et jusqu'à aujourd'hui. Mais les lieux de la géographie de cette mémoire, c'est le tome 1. Le tome 2, c'était l'histoire de cette mémoire. Alors, Hannah Arendt, dans la citation que j'ai faite, dit « L'histoire est très fragile ». Ça veut dire que des pans entiers de l'histoire peuvent disparaître ou peuvent rester à tout jamais dans les archives, parce que l'histoire, en définitive, c'est d'abord le travail dans les archives. Je précise, je ne suis pas historien. J'ai très peu travaillé dans les archives, un tout petit peu dans les archives littéraires. Mais les archives sont immenses. Il y a une historienne française qui vient de sortir
des chutes, des débris de ses travaux dans les archives de la police au XVIIIe siècle à Paris, et qui dit « Attention, les archives d'une police, en général, c'est sur les crimes. Donc, si on est trop plongé dans ces archives-là, on va exagérer le degré de criminalité qu'il y avait dans telle ville à tel moment. » L'historien est archiviste, mais ensuite, il doit situer ces archives, extraire de ces archives. Alors naturellement, l'histoire de la mémoire russe commence par l'historiographie. Comment on a écrit l'histoire de la Russie? Bon, tout le monde, beaucoup connaissent le nom de Karamzine. Karamzine, c'est quand même un poète, un voyageur, un prosateur qui, à un certain moment, a commencé à vouloir écrire l'histoire de l'État russe. Et déjà dans le titre, il y avait une intention à lui spéciale et qui se répète ensuite dans l'historiographie russe, c'est-à-dire l'État. C'est-à-dire la Russie, c'est avant tout un État. Parce que c'est une plaine très plate, un peu bosselée, fluviale, et il n'y a pas de limite à cette naissance de la Russie centrale. La limite au nord, évidemment, c'est la mer Blanche. La limite au sud, c'est la mer Noire. Le Caucase. À l'est, c'est le Pacifique. Mais alors là, nous sommes très, très, très loin. Et à l'ouest, il n'y a pas de limite. C'est un peu la même plaine en Biélorussie, la même plaine en Pologne, la même plaine qui va jusqu'en Bohême. Et ce flou géographique est probablement une des clés pour l'histoire de la Russie. Autrement dit, pour tenir ensemble un espace aussi grand, il faut une main forte. Et c'est l'idée qui préside chez Karamzine, c'est l'État, histoire de l'État. Ensuite viendront des contradicteurs de Karamzine qui vont dire « oui, mais vous oubliez le peuple » et qui vont écrire une histoire du peuple. Néanmoins, Karamzine, au moment de la perestroïka, par exemple, je me promène dans les librairies, je suis étonné par tous les gens achetaient l'histoire de l'État russe qui venait d'être réimprimée photographiquement. C'était quand même tout à fait surprenant. Vous voyez, comme si tout le monde se précipitait pour acheter l'histoire de France de Jules Michelet. Elle est dans la Pléiade, oui, on peut la lire, mais enfin, elle n'occupe pas le devant des étals. C'était le cas pour Karamzine. Cette histoire de l'État russe, elle a été prolongée par Sergueï Solaviov, le père du philosophe. Et ensuite arrivent d'autres écoles historiques, jusqu'à l'école marxiste, et arrive une immense plage d'amnésie. Victor Nekrasov racontait, et il a écrit, que quand il allait à l'école, 1924-25, c'était l'époque où on élisait les professeurs à l'école, c'est-à-dire le professeur d'histoire, il devait être élu par ses élèves. C'était l'époque où les tsars avaient complètement disparu de la circulation. L'histoire était résumée à des jacqueries. C'était la jacquerie, le coq rouge, où l'on boute le feu aux voisins, ou surtout aux barines. Et les historiens de métier ont même protesté à cette époque. L'historien Platonov, par exemple, a été mis en prison pour avoir protesté. Il a été mis en prison plusieurs fois. Et d'ailleurs,
un de ces textes que j'aime bien est sur Pierre le Grand, défiguré par notre littérature soviétique, en particulier par Alexeï Nikolaïevitch Tolstoï, parce qu'il a écrit un petit texte sur les tortures à l'époque de Pierre le Grand, et où son Pierre le Grand est une espèce de géant syphilitique, je m'en foutiste. Alors Platonov dit c'est pas du tout ça. Alexis Nikolaïevitch s'est corrigé, et peut-être vous connaissez son grand roman Pierre Ier, inachevé, mais qui se termine par une grande gifle qu'il donne à l'ambassadeur de Suède. Bon, ça c'est autre chose. C'est plus le premier Pierre le Grand que nous donnait Alexeï Nikolaïevitch. Tout ça pour vous montrer que la mémoire a connu une période d'amnésie très longue. Dans ce tome 2, par exemple, le premier recteur de l'université européenne, Boris Firsov, qui est un sociologue, un homme très sympathique et remarquable, a écrit sur cette amnésie. Son texte s'intitule Le chien-loup, le siècle chien-loup. Il reprend cette expression du poète Mandelstam. Et c'est de l'histoire orale. Lui et ses élèves ont fait de l'histoire orale avec les derniers survivants de ce qu'avaient été les années 20 ou les années 30 à Leningrad, c'est essentiellement, il habite Leningrad et lui-même est fils d'ouvrier. Alors c'est sur la perte de la mémoire ouvrière. Ces ouvriers des usines Poutilov, des grandes usines, qui ont fait le Saint-Pétersbourg industriel. Et le Saint-Pétersbourg industriel, il a fait les révolutions, celle de 1905 et les suivantes. Et il a fait tout un folklore. Il y a des recueils de Tchistouchki qui sont des chants ouvriers. Eh bien, ça a disparu, nous montre Boris Firsov. La mémoire paysanne, elle a disparu aussi. Lorsque Khrouchtchev crée des agrovilles, il rassemble tous les paysans dans une espèce de petits bourgs artificiels avec des maisons de 4-5 étages. Les décisions en agronomie sont prises désormais par le secrétaire du parti qui a été nommé d'en haut, qui n'est pas un paysan. Le paysan, il savait à peu près, selon la météo, selon les champs, quand est-ce qu'il fallait commencer la récolte, mais le kolkhozien, lui, il ne dit plus rien. Cette mémoire orale, évidemment, aujourd'hui, elle a disparu. C'est pour ça que j'aime beaucoup les chapitres que Boris Firsov a écrits, et en particulier, encore un exemple que je tire de Boris Firsov, sur le prince et la princesse Ténichev. Le prince Ténichev, vers 1870, je crois, a dans l'idée, nous ne connaissons pas le paysan russe. Nous recevons les redevances qu'il nous paye, mais nous ne connaissons rien de ce paysan. Et alors, il embauche quelques milliers d'étudiants, il les envoie avec des tâches très précises et des questionnaires très précis à travers le pays pour remplir ces questionnaires. Tout cela est dans les archives du musée d'ethnographie à Saint-Pétersbourg, et c'est une image de ce qu'était le paysan à cette époque. C'est une entreprise pour faire une espèce d'arrêté sur image, vous voyez, l'image de ce paysan. Au fond, quand, par exemple, un texte magnifique qui vient de paraître dans les forêts de Melnikov-Pichersky, quand paraît dans les forêts de Melnikov-Pichersky,
texte que je vous recommande, énorme poème mi-païen, mi-chrétien, qui se passe dans l'Outre-Volga, c'est-à-dire au-delà de Saratov. Et dans cet Outre-Volga, bien, les vieux croyants étaient majoritaires, ils étaient installés. Et en même temps, il y avait ce que Pierre Pascal appelait la double foi, c'est-à-dire paganisme et christianisme. Ce livre a eu un succès énorme parce qu'il faisait voir une espèce de sous-sol sociologique que l'élite ne connaissait pas, que les princesses impériales ne connaissaient pas. Elles ont invité d'ailleurs Melnikov Pichersky, qui était un haut fonctionnaire, qui était chargé de surveiller les vieux croyants. Mais il s'est rendu compte qu'il y avait chez les vieux croyants des vertus que nous n'avions pas, nous, à l'échelon supérieur, à l'étage supérieur. Donc, toute une société, une élite de la société a découvert qu'ils avaient un paysan. Bon, c'est un peu ce que Tourguenieff, avec les carnets d'un chasseur, avait voulu faire, et c'est de là que vient l'extrême célébrité de ces carnets d'un chasseur. Voilà un petit exemple, je vais vous en donner d'autres. Mais... Très bien. Enfin, donc, effectivement, il faut d'abord dire que tous ces thèmes, notamment le thème de la mémoire, a des résonances dans toutes les époques de l'histoire russe, et il y a aussi beaucoup d'époques, comme dans l'histoire d'autres cultures, où cette mémoire est, fait défaut, une période d'amnésie ou des périodes où elle est instrumentalisée. Mais la démarche quand même du livre, c'est de s'inscrire dans le temps le plus long possible et de prendre du recul par rapport à ce qui pourrait sembler évident de notre point de vue contemporain, et vous retournez, aller convoquer des figures d'historiens, les premiers historiens. Vous avez parlé de Karamzin, mais il y en a d'autres. Tatish. En particulier Khrouchtchevski, qui tranche sur les autres parce qu'il vient du peuple. Il est un fils de pope, mais d'une famille très pauvre. Il y avait des popes qui étaient très pauvres, et puis comme en général, ils avaient une famille très nombreuse, ça n'arrangeait pas les choses. Évidemment, le petit Vassili était brillantissime, donc il est tout de suite bien noté, envoyé au petit séminaire, envoyé au grand séminaire, et il commence à enseigner tout en achevant ses études au grand séminaire. Il enseigne l'hébreu, il enseigne le grec antique, parce qu'il a tout enregistré. Et donc, Khrouchtchevski, ça c'est l'article de Gordine, de Yakov Gordine, qui est un grand historien qui habite aujourd'hui à Saint-Pétersbourg. Khrouchtchevski change complètement de perspective. Ce n'est plus l'État, c'est le peuple. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il faisait un cours. Il faisait un cours à l'Académie spirituelle sur les saints de Russie. C'est très intéressant. C'est un lieu de mémoire extraordinaire. Et en même temps, il faisait un cours à l'université d'État. Et en même temps, il rédigeait ses carnets. Alors, Yakov Gordine compare les trois strates, si vous voulez. Les cours qui sont donnés aux séminaristes, les cours qui sont donnés aux étudiants d'histoire et ses carnets à lui. Dans ses carnets à lui, c'est très simple. Je ne sais pas si j'ai la citation, mais il dit « Nicolas II sera le dernier tsar ». C'est-à-dire son analyse, et c'est avant 1905, c'est qu'on arrive au bout d'une étape, que, si vous voulez, le rouleau n'ira pas plus loin. Il n'y aura pas de Alexis, tsar, le tsarevitch. C'est dit d'une façon percutante, et c'était dit oralement aux étudiants. C'est tout à fait étonnant de prendre ces réflexions de Vassili Khrouchtchevski, lequel n'est pas un marxiste, n'est pas un terroriste, n'est pas quelqu'un qui veut
spécialement détruire cet État russe. Il voit simplement que les rouages qui ont fonctionné jusqu'à présent, de formation de la noblesse, de formation d'une élite intellectuelle, ne fonctionnent plus. Ils fonctionnent dans une certaine mesure. Prenons le docteur Anton Pavlovitch Tchekhov. Il est employé du Zemstvo et même si on prend les romans de André Bieli, les Zemets, c'est-à-dire le fonctionnaire du Zemstvo, joue un grand rôle. C'est une époque où le self-government a été une tentative faite par l'Ancien Régime pour se renouveler, y compris sous Alexandre III, qui n'était pas le plus libéral des tsars. Néanmoins, Khrouchtchevski pense que ça va vers la fin. Donc ce dernier historiographe, il est très très étonnant. Et donc, vous nous avez parlé de plusieurs acteurs, donc de ceux qui écrivent l'histoire russe, et vous déroulez donc au fil des pages les grands, enfin tout ce qui va permettre de constituer et de véhiculer cette mémoire, notamment vous parlez des instruments, donc du calendrier, ça c'est passionnant, des grandes encyclopédies qui vont aller à un moment ou à un autre fixer le savoir et jouer un rôle comme elles ont pu jouer en France par exemple avec l'encyclopédie de Diderot. Et Evgenie Vodolaskin écrit un article aussi tout à fait passionnant sur la maison Pouchkine, qui joue un rôle elle aussi. Et voilà, qui est ici, donc un écrivain qui participe, enfin qui connaît ce sujet particulièrement bien. Et vous parlez aussi des revues, qui sont les grandes revues qui vont aller modeler la pensée et la mémoire. Donc vous avez parlé aussi, j'essaie de montrer toutes les facettes de ce travail vraiment passionnant. Vous avez déjà parlé donc des saints, et effectivement un grand chapitre de ce livre, de ce tome 2 est consacré à la piété et impiété populaire. Vous passez rapidement sur un certain nombre de figures mythiques, mais qui viennent aussi nous montrer que certains personnages de l'histoire russe, on peut en avoir une connaissance renouvelée. Et donc après, pour dérouler sur un peu le thème des pertes de mémoire et de la façon dont cette mémoire est parfois instrumentalisée ou on force à la modifier. J'aimerais que vous reveniez un peu sur cette question de ce chapitre qui est aussi pour moi central, la mémoire du quotidien. Qu'est-ce qui a présidé à ce que... parce qu'il y a différents aspects de la mémoire qui sont évoqués. Comment est-ce que vous avez conçu et qu'est-ce que vous vouliez aborder dans cette partie-là, qui est peut-être moins évidente finalement que celle des grands historiens des instruments, et qui pour moi est centrale. C'est-à-dire que les instruments du quotidien, par exemple Diderot et d'Alembert, quand ils font leur encyclopédie, ils lui consacrent 3 tomes, je ne me rappelle plus, les instruments du menuisier, les instruments du fondeur, les instruments du paysan, qu'on trouve dans tous les musées folkloriques ou ethnographiques. Soit dit au passage, la Russie a toujours été extrêmement avide de mémoire du quotidien et de mémoire ethnographique. C'est-à-dire que le kraïevidение, c'est-à-dire la connaissance du local, a donné la naissance à une quantité de petits musées kraïevitcheskie que vous trouvez dans les petites bourgades. Même quelquefois, ils ne sont pas très annoncés, hein, puis ils sont ouverts, il faut aller chercher la clé, il faut parlementer. Mais j'ai beaucoup visité ces musées de kraïevidение. Dans le tome 1, il y a un chapitre sur les musées de kraïevidение. Le musée ethnographique de Krasnoïarsk, où je suis allé, est le premier. Parce que Muraviov-Amurski
avait décidé, c'est le général gouverneur de la Sibérie, il avait la moitié de la Sibérie, disons, c'est-à-dire un espace plus grand que l'Europe. Il voulait connaître les gens qui habitaient cet espace immense. Et d'où son idée, on va rassembler de quoi ils vivent, quels sont leurs instruments, quelles sont leurs croyances également. Et 1 an avant le musée ethnographique de Saint-Pétersbourg, il ouvre le musée ethnographique de Krasnoïarsk, ce qui est tout à fait remarquable. La mémoire du quotidien, elle a rebondi avec l'émigration. Le frère du poète Otsuk, par exemple, a écrit « Les choses oubliées ». Parce que, arrivés en émigration, les émigrés de différentes couches sociales, ça pouvait être un prince, ça pouvait être un ouvrier qui a été pris dans ce grand mouvement d'exil, comme par exemple celui avec qui j'ai fait mes premiers pas en russe et qui était un relieur de livres à Clermont-Ferrand, qui s'appelait Georgi Nikitin, et je lui ai consacré un assez long texte qui s'intitule « Le cadeau que m'a fait Georgi Nikitin », c'était la langue russe. Il n'était pas très pédagogue en revanche. Il m'a dit comme tu es à tes débuts, on va prendre les débuts, c'est-à-dire les récits pour les enfants de Yasnaya Poliana écrits par Léon Tolstoï. Et ces récits sont très syntactiquement très difficiles à lire, mais je lui en sais quand même très... Alors ces choses oubliées, disons, la mémoire de celui qui était déplacé, qui était ouvrier aux usines Renault, par exemple, il voulait retrouver ce qu'il avait perdu. Et si vous prenez la vie d'Arseniev de Ivan Bounin, vous avez là un véritable musée des choses oubliées, qui est d'ailleurs une merveille. C'est un grand texte, à mon avis, du XXe siècle russe. Mais les fêtes, les outils, le gymnase, tout cela est merveilleusement et minutieusement, c'est ça qui compte, minutieusement rappelé par Ivan Bounin. Dans le livre Les choses oubliées, c'est plus systématique. Alors, pour trouver mes auteurs, évidemment, il y a eu une part de hasard. Il y a des gens à qui je me suis adressé. Il y en a d'autres, c'est un peu par hasard. Mais à Saint-Pétersbourg, j'ai rencontré Albin Konieczny, qui écrit l'histoire du quotidien de la ville de Saint-Pétersbourg. Comment on vivait fin 18e, début 19e, les fêtes, les jardins, ces fameuses montagnes russes que nous connaissons sans bien savoir ce que c'est, parce qu'il n'y a pas de montagne en Russie. Enfin, une colline s'appelle montagne d'ailleurs. Ces montagnes russes, ce sont des attractions qui ont été inventées d'ailleurs par un Italien et qui peuplent tout le 19e siècle. Lisez ce qu'écrit Konieczny. Vous voyez, cette mémoire du quotidien, on peut la faire à toutes les époques. Je n'ai pas la prétention de fournir une encyclopédie. On pourrait faire une encyclopédie du quotidien russe. Les calendriers, c'est l'historien Anisimov de Saint-Pétersbourg, dont j'aime beaucoup les livres. Il écrit sur la mémoire, par exemple la mémoire picturale. Mais ce n'est pas à lui que j'ai demandé les articles sur la mémoire picturale, parce qu'une grande partie de la mémoire russe, elle est dans les arts, et en particulier dans la musique. Parce que, par exemple, quand Moussorgsky, Borodine écrivent leurs opéras sur l'histoire russe. L'opéra Boris Godunov, il est en ligne directe derrière Karabzine et Pouchkine, et pas du tout en ligne directe avec
les historiens comme Skrinnikov, par exemple, parce qu'il est acquis que Boris Godunov n'a pas donné l'ordre de tuer le tsarevitch. Non. Mais vous voyez, dans l'histoire de la mémoire, l'histoire du mensonge ou bien de la fiction est aussi importante que l'histoire de la vérité. Parce que dans nos mémoires, nous avons un mélange de vérité et de mensonge. Ou encore les difficultés qu'a eu la mémoire russe à parler de sa cruauté, de la cruauté en Russie. Alors, vous avez le fameux tableau de Répine où Ivan IV Vassilievitch le Terrible, avec sa grande canne à pointe, en fait, il a tué son fils. Et donc, c'est un tableau que je ne peux pas vous montrer, l'endroit est pas... Un tableau sanguinolent. Ce tableau a été attaqué exactement comme la Joconde. Et il a été attaqué peu de temps après avoir été montré au musée russe, par quelqu'un qui s'est jeté sur le tableau avec un couteau en disant « le sang, ça suffit ». Donc il prenait le tableau, vous voyez, comme une sorte d'apologie de la cruauté. Ça ne s'arrête pas là, parce qu'il y en a un autre qui s'est jeté sur le même tableau il y a 2 ans. De même que la Joconde a été attaquée 2 fois. C'est pour vous, ce sont des exemples, si vous voulez, de la mémoire douloureuse ou la mémoire vive. Alors Anissimov a écrit un article remarquable sur les calendriers. Je crois que tous les pays ont changé de calendrier, bien entendu. Mais la Russie, alors là, elle est championne pour ce qui est des changements de calendrier. Et évidemment, quand Pierre le Grand a décidé de passer au calendrier grégorien, abandonnant le calendrier russe, qui en fait est le calendrier julien, il n'a rien de spécialement russe, tout le monde a perdu 12 jours. Et alors c'était la preuve que l'Antéchrist était là, puisqu'il nous enlevait 12 jours. Et vous savez que les questions de calendrier sont de temps à autre débattues à la Douma d'aujourd'hui, où il y a eu des députés pour proposer de revenir au calendrier russe. Alors là, Dieu nous évite ça, parce que pour aller en Russie, ça serait vraiment compliqué. Et puis, Anissimov a écrit un article que je trouve fondamental sur la peur de l'État. Là aussi, nous ne pouvons pas isoler la Russie. L'État fait peur. L'État a des moyens de coercition par définition, sinon il n'est pas l'État. Mais en Russie, c'est quand même aller très loin avec... Ivan le Terrible, il a fait problème pour tous les historiographes. Le chapitre de Karamzin sur Ivan le Terrible est très intéressant à lire parce que, au fond, il s'agit pour lui de sauver quand même plus ou moins l'image du tsar, mais sans nier son extrême cruauté et l'extrême cruauté de l'Oprichnina qu'il avait fondée. Le problème reste tout à fait le même lorsque Staline commande à Eisenstein un film sur Ivan le Terrible. La première partie passe, c'est bon, il faut de la cruauté. La deuxième partie ne passe pas parce que Staline a convoqué Eisenstein avec son acteur, parce qu'il faut montrer quand même l'élément positif de la cruauté. La filmographie sur Ivan le Terrible en elle-même pourrait faire l'objet de livres, mais quand Lungin, par exemple, fait son film intitulé Le Tsar, c'est en grande partie sur la cruauté du tsar, les distractions du tsar. C'est un petit peu long d'ailleurs,
Et ça vient un peu gêner l'autre thème du Lungin, qui m'intéresse pour la mémoire de la sainteté russe. Qu'est-ce que la sainteté russe? Parce que le thème de Lungin, c'est également la naissance d'un saint. Ce saint, c'est le métropolite Philippe qui va être exécuté par Maluta. Alors, lequel Maluta est un exécuteur des basses œuvres qui reste dans tout le folklore, dans tous les manuels scolaires, etc. Slovo et dialogue, action et parole. Il suffit dans un cabaret au XVIIIe siècle que quelqu'un lance ce mot et tout le monde est torturé. Celui qui a lancé le mot, celui qui l'accuse, parce qu'il est accusé de lèse-majesté, d'avoir par exemple parlé du tsar avec des mots obscènes ou indécents, ou des gestes indécents, et tous ceux qui étaient dans le cabaret. Ce qui fait que, nous dit Anissimov, il y a une sorte de génétique de la peur, qui naturellement a rebondi pendant le régime stalinien, à une époque où aussi, on peut dire, il y avait slovo-idiolo, la délation. Alors là, je dirais encore un mot sur un texte que moi j'ai écrit. Bon, j'ai écrit une longue introduction et une longue conclusion, dont le thème, pour rappeler, disons, grosso modo, c'est hypermnésie et amnésie. Comment s'entrelacent dans cette histoire de la mémoire russe l'hypermnésie et l'amnésie. Mais j'ai écrit plusieurs textes de plus parce que je ne trouvais pas les auteurs. Je voulais des auteurs, ou bien les auteurs m'ont oublié, trahi, dit qu'ils avaient écrit, n'avaient pas écrit. Enfin, l'histoire des auteurs, c'est assez compliqué dans n'importe quel ouvrage collectif. Alors, Pavel Pavlik Morozov, je voulais absolument un texte sur Pavlik. Pavlik le délateur, Pavlik qui a dénoncé son père, et qui est devenu une sorte de saint soviétique pour être le délateur numéro un, comme a dit Druzhnikov, le romancier. Eh bien, je n'ai pas fait une recherche d'enquête, mais j'ai lu tout ce qu'on peut lire sur Pavlik. Je ne suis pas allé quand même voir son musée, parce qu'il y a encore un musée de Pavlik Morozov aujourd'hui, où vont les cars de touristes américains. Je pense qu'ils comprennent dans cette histoire. Bon, Pavlik a été tué par son oncle et son grand-père, parce qu'il avait dénoncé son père, et que le père a été d'abord exilé à 100 km, puis il a été fusillé. Alors il y a eu un procès de l'oncle et du père. Et ce procès, qui était local, Staline décide de lui donner un écho national. Pourquoi? Bien parce que le dénonciateur devient un personnage positif. Parce qu'on ne doit pas tenir compte du père biologique. Parce que le père de tous, c'est évidemment Staline lui-même. L'histoire de Pavlik est absolument extraordinaire. J'ai aussi écrit un texte sur le rêve grec, qui était le rêve de Catherine, la grande, ses deux petits-fils, l'aîné Constantin, le second Alexandre. Elle avait pour idée son rêve grec, c'est-à-dire Constantin va gouverner une Grèce restaurée, on va libérer Constantinople, on va refaire une grande Grèce, et il y aura Constantin sur le trône, et puis l'autre, il va gouverner la Russie, ce qui est arrivé. Constantin n'a pas gouverné parce qu'il a renoncé au trône à cause de son mariage morganatique, comme vous savez sans doute. Mais il est resté plusieurs choses de ce rêve. D'abord, Catherine sait très bien que Sophie, la sagesse,
qui a donné son nom au plus grand et beau temple de Constantinople, de la seconde Rome, elle a essaimé en Russie, avant Catherine, sans qu'on ait besoin de Catherine, à Kiev, à Novgorod et dans d'autres endroits. Mais vous verrez qu'elle a elle-même donné ordre de construire d'autres Sainte Sophie. Et cette Sophie, qui est la sagesse, devenait en quelque sorte l'emblème de la Russie. Bon, j'ai rajouté des réflexions sur Mandelstam, dont en quelque sorte aussi l'idéal, c'était l'hellénisme. Il pensait que le russe avait en lui une sorte de sagesse dans les tréfonds de sa langue. Quelque chose d'un petit peu parent de Heidegger et la langue allemande. Voilà. Merci. Je pense qu'il nous reste quelques minutes. S'il y a des gens dans la salle qui veulent poser des questions à Georges Niva au sujet de ce livre. Pardon ? Quelqu'un a parlé ? Oui. Eh ben, allez-y, Georges. Georges voulait rajouter quelque chose, donc Georges Niva. Dans les illustrations, parce que j'ai un cahier d'illustrations avec 34 illustrations. Ça a été assez difficile de les choisir parce que bon. Mais ça commence par une écorce de bouleau, lettre écrite par incise avec un stylet au milieu du XIVe siècle sur de l'écorce de bouleau. Vous avez peut-être entendu parler de cette bibliothèque de l'écorce de bouleau. Il suffit d'aller à Novgorod, d'entrer dans le musée. Vous avez maintenant une partie magnifique du musée qui est consacrée aux écorces de bouleau. On en trouve dans la boue de Novgorod tous les ans. Et la première découverte, elle date de 1945, sous Staline. Staline encourageait l'archéologie, de même qu'il a rétabli l'enseignement du grec ancien. On est allé chercher un très vieux professeur qui avait été nommé très jeune, très brillant, à l'âge de 20 ans, professeur à l'université de Moscou, encore sous Alexandre III, même pas avant Nicolas II. Et c'est lui qui a refait l'enseignement des langues antiques, et en particulier du grec, à l'université Lomonosov. L'archéologie l'intéresse. Et les grandes trouvailles en Géorgie, c'est sous lui. Les grandes trouvailles à Novgorod, c'est sous lui. Ce n'est pas lui qui les a inventées, mais disons, il a laissé faire. L'idée lui plaisait. Alors, c'est tout à fait extraordinaire, cette bibliothèque d'écorce, parce qu'on voit que, disons, la population moyenne de boulangers, de bouchers, savait écrire. Ils étaient parfaitement alphabètes. Et ils s'écrivaient les uns aux autres. Et là, j'ai mis une lettre qui a été retrouvée au début 1970. Salutations de Gavrila Postnia à son beau-frère, le compère Grigori, et à sa sœur Oulita. Faites-moi le plaisir de venir en ville. N'oubliez pas mon invitation. Dieu vous donne la joie. Nous n'oublions pas vos paroles. Alors, ça veut dire qu'il invite son beau-frère en lui rappelant qu'il lui a promis qu'il allait venir lui rendre une visite. Les grands spécialistes, c'était Yanin, qui a écrit plusieurs livres là-dessus, et André Zalizniak, qui est mort il y a 2 ans, et qui chaque année faisait au MGU un compte-rendu de quoi ? Si vous voulez, c'était l'antiquité de la langue russe. Pas la langue sacrée, pas le slavon d'église, la langue que l'on utilisait dans les quartiers ouvriers et populaires à Smolensk, parce qu'on en a trouvé également à Smolensk, à Novgorod essentiellement.
Alors moi je suis allé voir à Novgorod, disons que ce sont des fosses de 5 à 6 mètres de profondeur. Avec la petite cuillère, on cherche. La petite cuillère parce qu'il ne faut pas abîmer le rouleau au moment où on le trouve, et on en trouve tout le temps. Parce que les endroits où on trouve ça, on jeté. Si vous voulez, c'était les poubelles. Que de même que quand un petit bout de papier qui nous est plus nécessaire, on le met à la poubelle. Donc l'écorce de bouleau, on la mettait à la poubelle. Et André Zalizniak a repéré les 600 scripteurs, les différentes lettres que le même scripteur écrivait à dire moment. Sa plus grande découverte, c'est le rendez-vous que donne une religieuse à un amant sous les murs de son monastère. Je trouve que c'est formidable pour cette petite histoire pour clore notre rencontre. Merci beaucoup Georges Niva, on va devoir laisser la place à la rencontre suivante. Et donc merci pour cet immense travail. Sur les sites de la mémoire russe, le tome 2 qui prend la suite du tome 1 qui est paru il y a une dizaine d'années. Vous en avez prévu d'autres? Non, il n'y en aura pas de troisième. Il n'y en aura pas de troisième, merci.